Le point marché avec Nadine Trémolière, directeur de Primonial Portfolio Solutions. Nadine, si vous le voulez bien, on va tout de suite commencer par parler d'allocation d'actifs, puisqu'on vient d'échanger sur le sujet avec Florent Vabon, et on va regarder l'allocation d'actifs qui est la nôtre depuis un portefeuille équilibré. Depuis 3 mois, elle est positive. Si on regarde les différentes poches, 45% sur le fonds en euros, 20% sur les fonds actions. Les fonds actions, c'est quelle typologie de fonds ? Alors, on a une bonne diversification entre des fonds d'action internationale, thématiques, développement durable notamment, et un petit peu d'intelligence artificielle et de technologie, et puis des small caps et du marché émergent. Vous voyez, donc on a une bonne répartition en fait qui nous plaît relativement bien en ce moment. Parfait. 10% immobilier, c'est de la pierre-papier. Private equity, c'est plutôt de l'Europe ? Du private equity européen, exactement. Okay. Parfait. Et fonds obligataires datés, donc plutôt des échéances qui, j'imagine, qui doivent être relativement courtes. Oui, 2027. C'est vraiment le point sur lequel on est plutôt à l'aise. Ok. Ma question elle est simple. Et pourquoi je commence par ça ? Est-ce que vous avez envie aujourd'hui, dans l'environnement de marché actuel, de faire des arbitrages ? Alors, actuellement, non. Mais on ne s'interdit pas de le faire relativement rapidement parce que, comme on va le voir par la suite, les marchés ont quand même bien progressé, à la fois sur le marché action, à la fois sur le marché obligataire. Et peut-être qu'on commence à arriver sur des points peut-être un peu à court terme, un peu haut. Donc la question se pose très clairement. Ok, la question se pose, ça veut donc dire alléger. Et la poche action et la poche obligataire. Je pense qu'il faut vraiment taper un peu des deux côtés pour du fonds en euros. Donc voilà, l'hésitation pour moi, c'est ce que je le fais ce mois-ci, est-ce que je le fais début mai ou est-ce que je le fais au cours du mois aussi, on vous tiendra au courant. Mais effectivement, de remonter un tout petit peu le fonds en euros et puis de baisser un petit peu la partie action et obligation. Alors justement, on va regarder, si vous le voulez bien, les résultats des marchés sur les actions et sur les obligations. On commence tout de suite par les actions. Nouvelle forte hausse des marchés actions. Est-ce que ça veut dire que tout monte ? Non, tout monte pas. Alors, on a peut-être un mois qui est peut-être un peu différent des mois précédents parce qu'on peut le voir sur les indices. On a les small caps qui montent un petit peu mieux, les émergents qui cessent peut-être d'avoir baissé. Donc, on a peut-être une petite rotation et regardez sur le Nasdaq, sur le mois de mars, on a peut-être une progression un peu inférieure à celle qu'on a eue. Est-ce que c'est peut-être un peu le signal d'un retournement, peut-être pas d'un retournement, mais tout au moins peut-être d'un rattrapage de sociétés ou d'indices qui ont quand même très mal marché depuis quelques mois, peut-être effectivement. Ça veut dire que potentiellement, si on devait toucher à la partie action, on aurait tendance à ne pas toucher sur les deux positions, je dirais, qui sont assez contrariantes, c'est-à-dire, je pense notamment au marché émergent et au small cap. Oui, exactement. On serait plutôt dans l'écritage des actions internationales, des grandes capitalisations, ce qui a relativement très très bien marché depuis quelques temps et qui est quand même devenu un petit peu cher. Nadine, les marchés aiment bien se trouver des concepts un peu vendeurs. Donc, aux États-Unis, on avait les 7 magnifiques. On voit d'ailleurs que Tesla actuellement est en difficulté sur l'année 2024. En Europe, c'était, je ne sais plus quelle banque américaine qui avait inventé un truc du nom d'un gâteau, c'était les granolas. Est-ce que les granolas, ça vous tente ? Moi, je suis plutôt chercher les 7 merveilleuses. Bon, on a quelques sociétés qui sont en commun, ASML, le Novo Nordisk, LVMH, je crois que ça fait partie des granolas. Nous, on aime bien Hermès, on aime bien regarder un petit peu du côté de l'Allemagne avec SAP et Siemens, mais peu importe. C'est aussi la retranscription que les indices aux États-Unis et en Europe sont quand même drainés par ces grosses sociétés. Et les ETF ne sont pas complètement étrangers à cette situation, puisque plus la pondération, je rappelle, plus la pondération d'une société dans un indice est forte et plus les ETF sont obligés d'augmenter la position au fur et à mesure que le titre continue à monter. Donc, quelque part, c'est un petit peu autoréalisateur et ça concentre énormément les indices. Et c'est vrai que quand on regarde, par exemple, la performance de l'Eurostoxx 50, donc les 50 plus grosses sociétés en Europe, et vous regardez les small caps, on est à plus de 10% sur les 3 derniers mois. On est à plus de 10%, puisque je crois que l'Eurostoxx est autour de 12,5% et que les small caps est autour de 3,5%. Donc, on a une vraiment presque fragmentation du marché envers les méga grandes sociétés par rapport aux peut-être sociétés de taille plus modeste. Ça veut dire qu'à court terme, si on envisageait de réduire les positions sur la partie action, on le ferait plutôt sur les très grosses ?
Oui, c'est vraiment ce que je disais. D'abord, c'est effectivement peut-être ces actions internationales qui sont peut-être plus représentées à la fois par les fameuses 7 magnifiques aux États-Unis et les 7 merveilleuses, parce que les indices sont très concentrés. Encore une fois, je pense que ça, c'est l'élément peut-être le plus important à noter sur 2023 et 2024. Et c'est souvent, d'ailleurs, la réticence de nos investisseurs qui disent « Ah, mais les indices sont chers ». Mais les indices, ils sont dirigés. On a les fameuses 7 merveilleuses qui sont presque 30% de l'indice, même chose aux États-Unis. Donc, c'est aussi ces sociétés-là qui drainent quelque part les indices vers leur plus haut. On regarde tout de suite la situation sur le marché des taux d'intérêt. On constate que les taux directeurs n'ont pas bougé de la part de la Fed et de la part de la BCE. On constate que grosso modo, ça n'a pas beaucoup bougé sur les taux longs, ni aux États-Unis, ni en Allemagne. Et d'ailleurs, que ça n'a pas non plus beaucoup bougé sur les spreads de crédit. Est-ce que c'est le calme avant la tempête? Je ne sais pas si c'est une tempête, mais tout au moins, on commence à être relativement resserré sur les spreads de crédit. Regardez, 50 BP sur l'investment grade, un peu moins de 300 sur le high yield. On est quand même sur des niveaux de taux qui sont on est presque revenu en dessous de là où on était début 2022. Rappelez-vous, avant le conflit russo-ukrainien. Donc, on est quand même sur des niveaux relativement serrés. Les taux longs ont déjà intégré un certain nombre de baisses des taux. On attend maintenant ces baisses des taux. Alors, a priori, on nous parle de juin, à la fois au niveau de la Fed et au niveau de la BCE. Je pense qu'effectivement, on peut avoir des épisodes de volatilité sur les taux longs ou sur les spreads de crédit si, entre guillemets, les banques centrales venaient à peut-être être un peu plus déviants par rapport à ce qu'ils ont prévu. Je voudrais qu'on regarde ça justement. Est-ce que les taux longs, on entend beaucoup dire que les taux courts vont baisser, potentiellement de manière sensible. Est-ce que les taux longs répercuteront le mouvement ou pas ? À mon sens, pas trop. On se retrouve confronté aussi à des États, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, 120, 130% de dette sur PIB. Donc ça veut dire plus des déficits budgétaires, 5,5 aux États-Unis, 5,5 en France, plus de 6,5, voire même 7% aux États-Unis. Il faut bien les financer, ces déficits. Donc ça veut dire qu'il y a des besoins d'émissions de dette aux États-Unis, en Europe, qui sont de plus en plus importants. Je pense que ça peut être un driver pour effectivement faire en sorte que les taux longs ne bougent pas autant que les taux courts et que la courbe petit à petit s'aplatisse dans une moindre mesure. Et on a toujours le risque quand même que ces taux longs continuent un petit peu à remonter. Ok, cette interview est un peu une sorte de séminaire de réflexion sur les arbitrages. J'aimerais qu'on réfléchisse le match obligation datée, fonds en euros dans un environnement où les spreads ont fortement réduit. On a des fonds datés qui sont, on va dire, sur des échéances 2027-2028 autour de 4% net de frais de gestion et du contrat assurance-vie si on les met dans un contrat d'assurance-vie. C'est sûr que le fonds en euros, pour les stands 2024-2025, si vous faites une nouvelle souscription avec les bonus d'entrée, avec les bonus si vous gardez 50% du C, ça devient un vrai sujet. Donc c'est un petit peu notre réflexion est autour de cela. Ok, merci beaucoup Nadine Trémolière. D'ailleurs, on rappelle que selon les chiffres qui ont été communiqués l'autre jour par France Assureur, la décollecte sur les fonds en euros n'a jamais été aussi faible au cours des dernières années. Preuve que finalement, l'argent revient et ça, c'est vrai, potentiellement un effet des publications de taux de l'an dernier. Tout de suite, le journal décalé de Georges Delataille.